Bonsoir à tous pour cette soirée consacrée au bien-être animal et vue de l'Europe et vue de l'Union, du Parlement et de la Commission européenne. Et bonsoir à Muriel Mouret qui va ouvrir les débats. C'est la représentante du Parlement européen au bureau de Marseille. Muriel, je vous laisse la parole pour situer le contexte de cette soirée. Messieurs, bonsoir. Excusez-nous pour ce retard. Nous vous remercions d'être à nos côtés, que ce soit donc en salle à Villeneuve-Loubet ou en ligne pour échanger sur le bien-être animal en Europe. Tout d'abord, j'adresserai les remerciements de notre bureau du Parlement européen à Marseille à celles et ceux qui nous ont aidés à mener à bien ce débat de ce soir. Avant de vous présenter le rôle d'un bureau du Parlement européen et les invités de ce soir. Nos remerciements vont donc d'une part à Lionel Lucas qui nous accueille dans sa belle ville de Villeneuve-Loubet et à ses équipes avec qui nous avons travaillé de concert. Ensuite à Odile Medozzi, présidente du mouvement européen Alpes-Maritimes et de la Maison de l'Europe Côte d'Azur pour son implication en vue du succès de cette soirée. Quelques mots maintenant sur le rôle d'un bureau du Parlement européen. Il y en a un dans chacune des capitales des 27 États membres et certains pays comme la France ont un bureau régional. Le nôtre donc se trouve à Marseille et couvre le sud-est de la France, de Bourg-en-Bresse à Ajaccio. Son rôle consiste à faire connaître la démocratie parlementaire européenne incarnée par le Parlement européen, seule institution dont les membres sont directement élus par les citoyens. Il s'agit donc de rapprocher le Parlement européen et les députés élus avec les citoyens, associations, autorités locales comme les médias dans les territoires. Comment? Nous organisons, comme aujourd'hui, des débats thématiques ou des événements annuels lors de la Journée de l'Europe au mois de mai. Nous organisons des rencontres avec les jeunes, diffusons des informations sur l'Europe auprès des lycées, membres ou non de programmes comme Euroscola ou École ambassadrice. Enfin, nous guidons les citoyens comme les médias qui ont des questions sur le Parlement européen et ses activités. D'ailleurs, si vous désirez vous engager sur des thématiques de l'Union européenne, en débattre, organiser des activités ou participer aux nôtres, nous vous invitons à rejoindre la plateforme ensemble.eu. Cette plateforme va se poursuivre jusqu'aux élections de 2024 en rassemblant différents profils de personnes ou associations. Elle permet d'échanger sur l'Europe. Chacun de nos bureaux peut y inscrire vos initiatives traitant d'Europe et ainsi donner de la visibilité à vos actions, comme rencontrer d'autres personnes qui ont le même objectif. Enfin, jusqu'au printemps, vous pouvez aussi donner votre vision du futur de l'Europe sur le site de la conférence sur l'avenir de l'Europe. J'ai l'honneur maintenant de vous introduire les trois personnes avec qui vous pourrez échanger ce soir. Caroline Rose, députée européenne du groupe des Verts de l'Alliance libre européenne. Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes, La République en marche, présidente du groupe d'études Conditions animales à l'Assemblée nationale. Et Christophe Marie, directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci madame, merci messieurs d'avoir répondu présent. Bruno Kivi, journaliste, va animer les débats. Nous encourageons le public en salle comme en ligne à interagir et à poser leurs questions. Le panel a déjà eu connaissance des questions transmises lors des inscriptions. Je passe maintenant la parole à Lionel Lucas, maire de Villeneuve-Loubet. Bien, ben écoutez, merci de me donner la parole et très heureux de vous accueillir dans notre commune de Villeneuve-Loubet. Je ne veux pas, on m'a dit de mettre dans la lumière, mais enfin bon. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir parmi nous. Vous avez bien fait de choisir Villeneuve-Loubet parce que c'est une commune qui croit en l'Europe, puisque ici vous êtes allé Simone Veil et pour venir à l'entrée, vous avez franchi le parvis de l'Europe qui a été inauguré par Nicole Fontaine. Donc il y a aussi les drapeaux des pays européens qui flottent, de l'Union européenne, et chaque année dans notre commune, nous célébrons la journée de l'Europe, le 9 mai. Ce n'est pas le cas forcément dans toutes les autres communes de ce département. Donc il y a un aspect pro-européen pour ce qui nous concerne, et puis l'autre aspect pro-animal aussi, puisque dans cette commune, il y a 2 délégués à la protection animale, ce n'est pas toujours le cas partout,
Albert Calamuso, qui est en charge au titre de la tranquillité publique, mais également Viviane Dodini. Et puis, vous êtes dans une commune qui a pris certaines mesures un peu avant-gardistes, hein, avec d'autres autour de nous, mais notamment le fait d'interdire la chasse sur les terrains municipaux, communaux, le fait d'interdire les cirques avec animaux sauvages, par exemple. Et puis récemment, pour nous occuper mieux de la protection animale et pas simplement s'en remettre aux associations qui font un boulot formidable, mais qui sont souvent pas toujours aidées, nous avons décidé de recruter une ASVP en charge de la nature, de la protection animale, et qui a déjà œuvré sur nos sites pour protéger les cygnes à l'embouchure du loup, pour aller chercher un chat perché très haut, un chien abandonné après un accident de la route sur la route de Grasse. Enfin, des petites choses qui n'ont aucune importance pour les bien-pensants, mais qui nous semblent, nous, importants, parce que l'animal est un élément indispensable. Et nous avons cette conviction que la façon dont on se comporte encore dans notre pays vis-à-vis de l'animal, eh bien, est loin de compte. Et je pense que l'Europe, dans cette affaire, justement, doit améliorer les choses. Alors l'autre élément, c'est de saluer Caroline Rose, qui est villeneuvoise et députée européen, avec laquelle nous entretenons d'excellents rapports, non seulement de cordialité, mais aussi de proximité sur pas mal de sujets. Je suis très heureux d'accueillir Loïc Dombreval, puisqu'on s'est frité il y a quelques années de cela pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale, et je suis heureux de le saluer et de lui dire combien j'apprécie son action de parlementaire et de défendre cette cause animale que j'ai défendue il y a fort longtemps en arrière, quand j'étais moi-même parlementaire, dans ce groupe qui siégeait à l'Assemblée, qui paraissait bizarre, puisqu'il y avait une députée socialiste, Geneviève Gallard, et moi qui étais UMP, LR, de l'autre côté. Et ensemble, on a essayé de se faire comprendre dans nos groupes respectifs, mais il n'y avait jamais moyen. Donc, on n'a pas beaucoup avancé, malgré nos efforts. Je salue Christophe Marie, que je connais bien. Je suis très heureux de l'accueillir au titre de la Fondation Bardot, parce que je le disais hier encore au conseil municipal dans cette salle, je considère la Fondation Bardot comme quelque chose d'exceptionnel dans ce qu'elle fait pour la défense du monde animal, et depuis longtemps, au travers de la personne de Brigitte Bardot, bien sûr, mais de toute l'action de cette fondation. Et quand on a eu des problèmes à traiter, comme ce trafic de chiots hongrois il y a quelques années, c'est avec la Fondation Bardot qu'on a pu faire avancer les choses, protéger les animaux, et sûrement pas avec les services qui étaient censés le faire. Donc, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, je me réjouis de vous accueillir et vous dire que vous êtes bien sûr les bienvenus chez nous. Voilà, j'ai assez parlé. Je suis heureux de saluer la responsable du mouvement européen et qui nous connaît bien et qui a déjà eu l'occasion de travailler avec nous, et je lui dis qu'elle est toujours la bienvenue, bien sûr. Je n'ai pas cité Martina l'écrivain, conseillère municipale déléguée à l'Europe et qui siège comme citoyenne italienne. Voilà, juste pour dire qu'on case toutes on coche toutes les cases pour être bien vu, même si on est toujours mal vu. Mais ça, c'est pas grave. Je vous souhaite une très belle soirée et revenez plus souvent. Merci, monsieur le maire, pour cette introduction complète et pleine d'humour. Odile Menozzi, présidente du mouvement européen des Alpes-Maritimes, c'est à vous et de la Maison de l'Europe Côte d'Azur. Évar, un petit mot. Un petit mot. Bonsoir à tous, je vous remercie d'être venus. C'était pas gagné parce qu'on a passé beaucoup de temps à être enfermés, donc je suis ravie que vous soyez là. La Maison de l'Europe et le mouvement européen, beaucoup le savent, mais peut-être encore pas tous. Ce sont deux associations que je préside, mais je ne suis pas seule. Nous avons des collaborateurs et amis qui sont là et qui travaillent avec moi. Et je tiens à les remercier d'être là ce soir. Nous œuvrons essentiellement à faire connaître le fonctionnement des institutions européennes dans le territoire, et nous tenons surtout à faire comprendre ce qui se passe au niveau du territoire avec les apports de l'Union européenne. Donc ce sujet, ce thème ce soir est l'occasion d'en parler. Nous avons évidemment 3 interlocuteurs qui pourront le faire. Il faut savoir que les associations que nous présidons sont tenues par des bénévoles, c'est très important, ça prouve que nous avons un engagement énorme et que nous faisons un travail énorme, mais que nous aimons cela. Donc je vous remercie, je remercie surtout monsieur le maire de nous accueillir parce qu'il a toujours dit oui quand je lui ai proposé un événement. C'est un des premiers à nous avoir accueillis pour faire la fête de l'Europe. Et pour moi, c'est un Européen convaincu, quoi qu'on en dise. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. On va attaquer le vif du sujet avec ce débat. Donc, nos 3 intervenants vont tour à tour un peu expliquer leurs actions en matière
de bien-être animal, et au niveau européen ou pas, ou au niveau national. Et puis ensuite, ce sera l'échange avec vous ou avec les personnes qui sont connectées, qui déjà nous envoient des questions liées à la problématique de ce soir. Donc pour commencer, je vais demander à Caroline Rose d'intervenir. Elle est donc députée européenne et évidemment, dans son action, le micro fonctionne normalement. Dans son action, l'animal est au cœur de ses préoccupations. Dites-nous-en un peu plus, Madame la députée. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, je voulais remercier Monsieur le maire pour nous avoir permis ce soir d'être tous ensemble pour parler du bien-être animal. Je voudrais faire une petite parenthèse. Quand j'ai été élue en 2019, j'ai fait une expérience. J'ai téléphoné à toutes les communes de PACA pour savoir où c'est qu'il y avait des conseillers qui pouvaient s'occuper que du bien-être animal. J'en ai pas trouvé beaucoup. Alors, je suis fière d'habiter Villeneuve-Loubet parce qu'à Villeneuve-Loubet, en ce qui concerne le bien-être animal, on est bien lotis. J'ai appris via la grenouille l'embauche d'un garde nature et pour ça, merci. En ce qui, toi, dans ta ville, avance, et j'avoue que c'est un peu grâce à toi, vous êtes pas mal aussi au niveau du bien-être animal parce que toi, ça fait longtemps que tu es sur Vence et je sais que tu te bats pour le bien-être animal depuis longtemps. Pour parler des grandes lignes au niveau de l'Union européenne, on agit bien sûr sur le bien-être animal au sein de l'Union européenne, sachant que c'est pas facile, mais on se bat, on obtient des victoires, et j'avoue que la France est un petit peu à la traîne sur bien des sujets sur la protection animale. Je fais partie d'une commission d'enquête qui a été demandée il y a quelques années, avant mon mandat. On s'est battu pour avoir une commission d'enquête sur le transport des animaux vivants. C'est un sujet qui était identifié depuis longtemps par les associations de protection animale. On avait un rapport de mise en œuvre, on a une législation sur le transport des animaux vivants qui date de 2005, c'est la réglementation 1.2005. Mais cette réglementation, elle n'est pas suffisante, elle est mal appliquée et dans un cadre général, le texte est totalement insuffisant. Lors de cette commission d'enquête, elle a été créée il y a bientôt 1 an, puisqu'elle se terminera en décembre. On a fait un certain nombre d'auditions, on a rencontré des transporteurs, on a auditionné des experts, des vétérinaires. Et puis moi, j'avoue que j'aime bien le terrain et faire remonter les informations du terrain au Parlement, j'aime beaucoup. J'ai fait une première mission non officielle, parce que c'est vrai que pour avoir des missions officielles pendant le Covid, ça n'a pas été très évident. Donc j'ai fait plusieurs missions non officielles. La première en Italie, où c'était pendant la période de Pâques, sur des moutons. On s'est retrouvés dans des camions qui ont traversé plusieurs frontières, qui ont fait 36 heures de route avec des animaux mélangés dans les camions, des animaux non sevrés, avec des compartiments qui n'étaient pas adéquats, des tétines d'abreuvement, ils ne pouvaient pas boire puisqu'elles étaient destinées aux cochons, les litières n'étaient pas changées. Les papiers du camion n'étaient pas aux normes. Donc cette mission, on suit les camions sur l'autoroute, on double les camions, on appelle la police. La police arrive et contrôle les camions. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise par la formation des carabinieri en Italie, où ils sont impliqués, ils interviennent. Et malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Donc ça, c'était pour ma visite en Italie. J'ai fait la même chose à Carthagène sur le transport par bateau. Quand on voit ce qui se passe sur les bateaux, les temps de transport en bateau sont considérés comme un temps de repos. Donc je ne vois pas trop comment est-ce que l'animal se repose avec les roulis du bateau. Les litières qui ne sont pas changées, ils finissent par boire leur urine parce que malheureusement, des fois, les bateaux partent 6 semaines, 7 semaines ou sont bloqués, comme c'est arrivé. Et il y a des animaux qui ont été carrément jetés à la mer. Et puis, dernièrement, je suis allée à Blancafort. Alors, pendant une audition à la commission d'enquête, on a auditionné la secrétaire, la responsable du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui nous a dit que pour l'abattoir de Blancafort, il y avait une mise en demeure de se remettre aux normes avec une deadline au 30 septembre.
Je m'étais déjà rendue dans cet abattoir en mars avec L214 pour voir si la remise aux normes sur certaines choses, il y avait sur la chaîne d'abattage des remises aux normes à faire. On avait été reçus par le directeur à l'époque qui nous avait dit que tout avait été fait, mais qui a refusé notre visite dans l'abattoir. Pour ce qui était des camions de transport, au sein de l'abattoir, il y a un vétérinaire qui fait partie de l'État, hein, puisque c'est un vétérinaire des DPP, qui est en charge de contrôler la chaîne d'abattage, comment ça se passe au niveau de l'abattage des animaux, mais il est aussi chargé de contrôler comment ça se passe au niveau des camions. Il faut savoir que quand les camions arrivent et comment sont chargés les animaux, mais on a eu un problème sur les camions, c'est que les cages sont trop petites, les ailes des dindes et des dindons, puisque dans cet abattoir c'est un élevage de dindes et dindons, les ailes dépassent des cages et la législation dit qu'un animal doit être en position naturelle, c'est-à-dire debout, et avoir suffisamment d'espace au-dessus de leur tête pour une ventilation. Et ce n'est pas le cas. Ça a été constaté par huissier. Malgré ça, ça continue, ça continue. Et donc, cette responsable du ministère nous avait dit, oui, ça concerne le transport, la deadline, c'est le 30 septembre. Donc, mardi, je suis repartie à l'abattoir. Donc, mercredi, à 5h du matin, j'étais devant l'abattoir avec L214. On s'est retrouvé avec des camions de gendarmerie, un service d'intervention puisqu'on a dit qu'on était violent. C'était pas le cas. Les gendarmes étaient très sympathiques. Ça s'est très bien passé. Sauf que le directeur de l'abattoir nous a dit non, je ne vous recevrai pas. Au bout d'une demi-heure, il nous a donné une petite feuille avec une adresse mail en disant je vous répondrai à vos questions par mail. Donc, je sais qu'il y a une extension de la mise en demeure au 29 novembre. Donc, je pense qu'au mois de décembre, on se retrouvera à nouveau à l'abattoir. D'ailleurs, si tu veux venir avec moi, tu es convié. Donc ça, c'est pour ce qui se passe au niveau des transports. Au niveau de ce rapport sur les transports, on revoit la résolution. Donc le texte 1.2005 est en révision. On voulait juste le mettre à jour, mais on en a fait une révision complète. On a amendé le texte, on a 1300 amendements. Oui, on va passer sur les compromis et le vote du rapport d'enquête sera en décembre. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on a d'autres victoires au sein du Parlement européen, c'est la fin de l'élevage en cage. On a eu une résolution, ça a été voté. On a une fin de l'élevage en cage en 2027. Alors, vous allez me dire, 2027, c'est loin. Mais quand on sait qu'au niveau législatif, on galère un peu au niveau des dates et c'est très long. Donc c'est une victoire aussi du Parlement européen. Et j'avoue que cette victoire, on la doit aux citoyens, puisque c'est issu d'une pétition d'initiative citoyenne européenne. On avait 1,4 million de signatures de citoyennes et citoyens qui ont signé. Et donc ça permet, ça oblige la Commission européenne à répondre. Et la réponse a été le travail des parlementaires et une résolution. Donc là, on a la fin de l'élevage en cage en 2027. Bravo. Merci Madame la députée. Alors je me tourne vers Monsieur le député. Caroline Rose parlait de victoire qu'elle a obtenue au Parlement européen. Est-ce que vous, dans votre action, dont on sait tout ce qu'elle implique et tout ce que vous avez déjà engagé, est-ce que déjà vous sentez les victoires arriver ou c'est compliqué au niveau national ? C'est compliqué, je vais vous expliquer pourquoi, mais je voudrais d'abord dire un mot de Lionel Lucas qui rappelait qu'on s'était frité il y a quelque temps, ce qui est vrai. Mais c'était avant. Il faut que vous sachiez que Lionel Lucas, il était dans le groupe qui s'appelait Protection Animale, groupe d'études de protection animale. C'était en, je pense, 2002, 2001 97. Donc ça fait 24 ans. Et donc il avait eu raison trop tôt. Parce qu'il y a 24 ans, si j'en juge de la façon avec laquelle aujourd'hui, nous, députés, travaillant sur ces questions, on est regardé, traité avec un petit air ironique, parfois en faisant des petits cris d'animaux. Aujourd'hui, en 2021, j'imagine ce que ça devait être pour toi, Lionel, en 97, quand avec Geneviève Gaillard, ma consoeur vétérinaire, par ailleurs maire de Niort, vous aviez créé et travaillé sur ce sujet.
vous deviez être vraiment des extraterrestres. On a dû vraiment se moquer énormément de vous. Voilà. Mais vous aviez raison, parce que d'un avis unanime aujourd'hui, et quelles que soient les associations de protection animale qui travaillent sur le terrain depuis de nombreuses années, en particulier la Fondation Brigitte Bardot, je crois que chacune d'entre elles peut dire aujourd'hui de façon très claire que jamais ce sujet n'a été aussi présent dans l'esprit des Français, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et moi-même, depuis 2017, où je suis élu député, ça fait donc 4 ans et demi à peine, j'ai vu une évolution absolument claire de la mentalité et des échanges que je peux avoir avec mes collègues députés de l'Assemblée nationale qui regardent ce sujet d'un œil beaucoup plus bienveillant, commençant à comprendre qu'effectivement il y a un sujet. Et puisqu'on parle d'Europe, je pense que de façon absolument certaine, les élections européennes de 2019 ont été un facteur déclenchant de cette prise de conscience politique. Le score du Parti animaliste en 2019, en mai 2019, 2,16%, 500 000 voix en France, a été un électrochoc pour de nombreux députés, en particulier ceux qui sont les députés du groupe d'études chasse, agriculture, etc. Je ne pense pas que ça leur ait fait plaisir. Mais c'est un fait. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'épargner du traitement de cette question à un niveau politique. Et je vous fais le pari, ce soir, je le fais à chaque fois quand il y a une réunion, que l'année prochaine, dans les programmes présidentiels, quel que soit le candidat ou quelle que soit la candidate, il y aura un chapitre, une page, un paragraphe au moins qui sera dédié à ces questions. Quelle victoire est-ce qu'il y a pu y avoir en l'espace de 4 ans et demi ? La première victoire, je vais vous dire laquelle c'est d'avoir réussi à inscrire un texte en débat à l'Assemblée nationale pendant 2 jours. Et quand on ne sait pas, Lionel, lui, il sait parfaitement, mais quand on ne sait pas comment fonctionne l'Assemblée nationale et la difficulté qu'il peut y avoir à inscrire un texte à l'ordre du jour en débat, c'est une première victoire. Première victoire. 2 jours de débat avec un vote à la quasi-unanimité. Alors, je sais pas, il y a 2 UDI qui ont voté contre, je sais pas pourquoi, enfin bon, bref. Mais sinon, unanime. Et d'ailleurs, c'est extrêmement agréable parce que c'est un sujet qui est particulièrement transpartisan. De l'extrême gauche de l'hémicycle, avec les Insoumis, jusqu'à l'extrême droite de l'hémicycle, sauf ces 2 UDI perdus, tout le monde a voté pour l'Assemblée, pour la proposition de loi. Qu'est-ce qu'elle contient très rapidement? 4 chapitres. Un premier chapitre qui est destiné à lutter contre l'abandon et la maltraitance des animaux de compagnie. Un deuxième chapitre qui va renforcer un certain nombre de sanctions pour les maîtres, pour rendre au fond, l'objectif c'est de rendre le travail du juge un peu plus facile, souvent perdu entre le code rural, le code de l'environnement, le code civil, le code pénal, enfin bref, à la fin il ne sait plus trop. Et le fait même qu'il y ait ce chapitre qui va renforcer cette sanction pénale est un message extrêmement important adressé aux juges. Chapitre 3, la faune sauvage en captivité, Lionel en parlait. J'ai pris moi aussi un arrêté avance pour interdire la présence de cirques avec animaux sauvages. C'est l'interdiction à terme de la faune sauvage en captivité dans les cirques. Également dans ce chapitre, la question des delphinariums. On n'est pas très loin d'un delphinarium qui se trouve dans la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Voilà. Il y en a 2 en France aujourd'hui. Astérix a fermé. Et donc on souhaite interdire la présence, encore une fois, de ces cétacés particulièrement intelligents et sensibles dans des bassins dans lesquels ils ne peuvent pas s'épanouir normalement. Et puis un chapitre qui va mettre fin à la présence de faune sauvage en captivité destinée à la fourrure, à leur fourrure, pour les manteaux. Vous avez vu d'ailleurs récemment de nouveau, parce qu'il y a aussi ces entreprises extraordinaires, exemplaires, qui prennent des décisions avant même que la loi arrive. Vous avez vu le groupe Kering qui a décidé d'interdire systématiquement la présence de fourrure sur l'ensemble de ses marques de luxe. Vous avez vu le Club Med qui dit on fera plus de, enfin nos touristes, on les amènera plus aux corridas ou dans les delphinariums, quand on les promènera. Enfin voilà, il y a toute une série de décisions aussi qui viennent du monde privé, de l'entreprise, qui sont extrêmement intéressantes. Elles sont au contact de l'opinion et elles comprennent bien tout ça. La difficulté, par contre, aujourd'hui, c'est que ce texte qui a été voté, j'entends Lionel ricaner, à la fin du mois de janvier à l'Assemblée nationale, il est maintenant passé au Sénat, que les sénateurs se sont amusés à détricoter de façon assez minutieuse le texte, qu'ils ne veulent pas entendre parler d'interdiction d'animaux sauvages dans les cirques, qu'ils ne veulent pas entendre parler d'interdiction d'animaux sauvages dans les delphinariums, et que
Ils ne veulent pas entendre parler d'interdiction d'animaux de compagnie dans les animaleries, etc. Et donc là, on est vraiment à un moment qu'on ne pouvait pas mieux imaginer. On est à quelques jours, à 4 jours de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. C'est le moment décisif où quelques députés et quelques sénateurs vont se rencontrer pour tenter de se mettre d'accord sur un texte commun. Deux possibilités. On ne se met pas d'accord, c'est ce qui semble bien parti pour arriver, et auquel cas le texte reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée, et on gagnera. Et ce texte reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée, j'en ai la garantie. En espérant que ça vienne avant le mois de juin. Avant le mois de février, puisque en fait, là, il y a une interruption de session parlementaire au 28 février en raison de l'élection présidentielle. Donc on aura 4 mois devant nous. On m'a garanti que le texte reviendrait et que le gouvernement l'imposerait au Sénat en deuxième lecture. C'est la mauvaise solution. La bonne solution, ça serait de se mettre d'accord avec les sénateurs. Ça sera jeudi prochain, 9h30, vous penserez à moi. Ça passera à l'Assemblée nationale et c'est mal barré. Mais non. Les victoires sont là et sont proches. Alors, avant de donner la parole à Christophe Marie, une petite question qui s'adresse à tous les deux. On dit que la France est un peu à la traîne au niveau européen par rapport aux autres pays dans tout ce qui est protection animale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous, Loïc Dombreval, au niveau français, vous le ressentez? Et vous, en tant que député européen, est-ce que vous en avez connaissance? Disons que quand je prends l'exemple de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas qui ont déjà interdit, par exemple, il y a certains pays qui ont interdit l'exportation d'animaux vivants hors Union européenne. Quand je présente ma résolution en disant je veux mettre fin à l'exportation d'animaux vivants hors Union européenne, la France me répond pour des questions économiques, c'est pas possible. Je vois pas pourquoi on peut pas transporter des carcasses ou de la viande. Donc pour moi, je suis désolée, ça marche ailleurs. Pourquoi ça marche pas en France? Est-ce que vous sentez, monsieur le député, que vos collègues, vous les évoquiez tout à l'heure, ont quand même compris le courant dans lequel on va, semble-t-il, et qu'il faut s'harmoniser avec les autres pays européens, ou on en est encore loin? Oui, je pense que, je le répète, il y a maintenant un nombre, à mon avis, assez conséquent. J'ai déposé une proposition de loi, ils étaient plus de 200 à la co-signer. Oui, sur 577, c'est quand même pas mal, c'est un chiffre important. Par contre, le retard, il est évident. Il y a 23 pays européens qui ont interdit la faune sauvage dans les cirques. 23 pays européens. Les Autrichiens ont des défenseurs des droits dans chacune de leurs provinces. Les Anglais ont, par la Lucy's Law qui a été votée l'année dernière, interdit la présence de vente d'animaux de compagnie en animalerie. C'est le cas également en Wallonie, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en Autriche. Voilà, donc oui, nous sommes en retard et oui, ce serait une bonne idée que de rattraper ce retard. La proposition de loi qui va être votée, je suis très optimiste, malgré les difficultés avec les sénateurs, cette proposition de loi va permettre de rattraper une bonne partie du retard. Pas tout le retard, mais une bonne partie de ce retard. Merci. Alors Christophe Marie, vous qui êtes au contact, je dirais, à travers la Fondation Brigitte Bardot de la population, est-ce que vous sentez, vous, qu'au fil des années, on se souvient de Brigitte Bardot au tout début de ses actions avec les bébés phoques, elle était, comme vous le soulignez, vous à l'Assemblée, elle était moquée, vilipendée, etc. Puis au fil des années, la Fondation a pris du poids, les actions sont plus significatives. Est-ce que vous sentez que la population en général en France est plus réceptive à tout ça? La population était déjà réceptive, mais c'est vrai qu'avec notamment les réseaux sociaux, la mobilisation s'est amplifiée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin en tout cas au début, moi ça fait 30 ans que je suis à la Fondation Brigitte Bardot, et c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc le public était informé par les médias, mais là, avec les réseaux sociaux, l'information est partagée. Il y a justement une position des citoyens qui ne sont plus simplement spectateurs mais acteurs aussi de cette action contre la maltraitance animale. Et je voudrais quand même juste faire un petit remerciement à mon tour quand même à Lionel Lucas qui a été administrateur à la Fondation Brigitte Bardot et qui effectivement était dans une assemblée qui pourrait être comparée aujourd'hui au Sénat. Le Sénat d'aujourd'hui est à peu près l'assemblée d'il y a 20 ans, avec beaucoup de retard sur justement ce regard vers l'attente sociétale, ce décalage très important, et ça c'est assez inquiétant. Alors c'est vrai que pendant ces années, on se basait beaucoup sur l'Union européenne, parce que les avancées étaient faites de réglementation ou de directives européennes, et je pense notamment si on parle des poules pondeuses par exemple, qui est un bon exemple, quand on travaillait au niveau du ministère de l'Agriculture pour demander ne serait-ce qu'un étiquetage
le ministère de l'Agriculture nous expliquait c'est pas possible, on va pas mettre une étiquette qui va aller donner une information négative. Donc il y avait une conscience que l'élevage en cage était une méthode négative pour le bien-être animal, mais on voulait simplement pas l'afficher, pas en informer le public. Bon, heureusement, la directive européenne, il y a eu un texte européen qui a été adopté pour donner cette information, donc du code 0 à 3. Et donc ça a amené justement le consommateur à agir et à être acteur, comme je le disais tout à l'heure, de ses choix, à avoir la possibilité d'entraîner un petit peu aussi une filière. Et puis surtout, la directive européenne qui a été prise sur des cages de 550 cm² et qui sont passées à 750 avec quelques aménagements. Bon, ça reste de la cage extrêmement mauvais pour les animaux et c'est pas du tout intéressant. Or, la France a fait une erreur stratégique réellement à l'époque, c'est d'encourager les producteurs à investir dans ces cages aménagées, alors que d'autres, comme l'Allemagne, n'avaient pas entraîné ces producteurs à investir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec justement ce changement de choix du consommateur vers un appel vers des œufs issus de poules élevées en plein air, eh bien les producteurs français sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas encore amorti leur investissement. D'où encore une fois, la nécessité d'avoir une vision à plus long terme en prenant en compte justement l'attente de la société. Et là, en l'occurrence, elle s'exprime par un choix de consommation. Et c'est aussi des mises en garde qu'on fait quand Caroline vient de préciser par rapport à l'ICE pour la fin des cages. Effectivement, la demande du consommateur va évoluer dans cette direction-là également. Donc, il n'y a pas d'opposition quand les associations de défense des animaux et les élus qui défendent les animaux, il n'y a pas d'opposition avec les filières. Au contraire, c'est aussi souvent une vision avant-gardiste de quelque chose qui va arriver. Et donc, c'est important de ne pas toujours opposer les uns des autres parce que finalement, on peut aussi accompagner. D'ailleurs, c'est là où la proposition de loi est hyper importante et que les producteurs ont tout intérêt, enfin producteurs pas simplement, mais aussi les responsables de cirque, à faire en sorte qu'elle passe dans le sens où il y a un accompagnement qui est prévu. Et si on passe à côté de ça, de toute façon, à terme, les personnes n'iront plus voir des animaux sauvages dans les cirques et il n'y aura pas d'accompagnement pour aider justement les propriétaires d'animaux sauvages à s'en séparer. Est-ce que vous n'êtes pas quand même de temps en temps un peu découragé parce que, comme le disait M. Dombreval, c'est très lent. On met beaucoup de temps à arriver à obtenir les lois, etc., les actions concrètes. Doublement, parce qu'en fait, il y a cette lenteur pour l'adoption des textes, mais il n'y a aussi rien de totalement définitif. Si je pense par exemple aux éléphants, qui étaient à l'annexe 1 de la Convention de Washington pour interdire tout commerce de l'ivoire, etc., certaines populations ont été déclassées. Donc, une victoire d'un jour peut se transformer en échec à terme. Donc, c'est toujours, effectivement, rien n'est définitif. En revanche, il y a quand même eu des avancées qui ont été faites véritablement grâce, encore une fois, à l'Union européenne, et je pense aussi à l'arrêt des tests sur les animaux pour les cosmétiques. Voilà, sur 10 ans, il y a eu trois périodes donc sur les produits finis, sur les ingrédients, etc., pour arriver à la fin des tests. Et à l'époque, idem, la France était d'ailleurs le seul pays à avoir attaqué ce texte pour essayer qu'il ne se mette pas en pratique. Or, quand il n'y a pas eu le choix, eh bien, des industries comme L'Oréal notamment ont investi dans le développement d'alternatives, ont déposé des brevets et au final, tout était bénéfique aussi pour eux parce que les brevets, ils ont pu les amortir et en tirer de l'argent. Donc effectivement, c'est parfois décourageant, mais c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'évolution de tous et c'est pour ça que les freins souvent mettent en difficulté les personnes qui, je pense par exemple à la FNSEA ou d'autres, prennent des décisions de blocage supposées pour aller dans le sens des agriculteurs et au final, ils les mettent en difficulté justement en niant une évidence que effectivement on est, nous, dans le sens de l'évolution et de l'histoire. Enfin, quand je dis nous, c'est pas nous, les défenseurs des... Voilà, mais même c'est le public en général, c'est le public qui a raison. Alors, vous avez été l'auteur, je le montre au public, de ce livre, L'Europe des animaux, avec Pascal Durand.
En fait, utiliser le levier européen, donc ça veut dire quelque chose d'important. Oui, en fait, c'était un constat qu'on avait fait à l'époque avec Pascal, c'était juste avant les élections européennes, c'est-à-dire que justement, il y avait toute une première partie qui est sur les apports de l'Union européenne dans le domaine de la condition animale, et une deuxième partie qui était un état des lieux des différents États membres, et c'est là où on voyait qu'effectivement, de nombreux États membres étaient très en avance. Et d'ailleurs, rien n'est figé, parce que quand on pense à l'Italie, ou la Belgique, il y a 30 ans, enfin moi, au début que j'étais à la Fondation, ça faisait partie des mauvais élèves. Hein. Et ils ont rattrapé ce retard. Et la PPL qui est en débat permettra, comme le disait Loïc, à la France de rattraper son retard partiellement. Donc rien n'est non plus complètement bloqué, mais effectivement ce livre avait un peu cet objectif de montrer justement les différences et aussi les apports, parce que là vous parliez de Brigitte Bardot et des phoques. Alors moi j'ai pas connu la première campagne en 77, mais en 2006 quand on est retourné au Canada, que ça n'a rien donné, donc en retour elle a été reçue par Stavros Dimas qui était commissaire européen de l'environnement, le règlement européen qui a été adopté, donc l'embargo sur tous les produits issus des pinnipèdes, eh bien ça sauve chaque année 350 000 phoques, puisque les quotas d'abattage sont de 400 000, il y en a à peu près 50 000 qui sont tués pour les populations locales, et ça on ne peut pas y faire grand-chose, mais en tout cas le marché de la fourrure est bloqué grâce à l'Union, parce qu'à la même époque on avait rencontré Nicolas Sarkozy à la présidence, et il ne s'était pas engagé pour la France, mais il y avait suffisamment d'États membres qui avaient pris des dispositions nationales pour arriver à une harmonisation des textes européens. Alors Caroline Rose, la Fondation Brigitte Bardot, elle est en quelque sorte en France et en Europe et dans le monde comme une espèce de lobby pro-animal, et je dis ça sans aucune critique ni péjoratif, mais est-ce qu'au niveau européen, justement, vous n'avez pas affaire en face de vous à des lobbies d'industriels ou de groupements qui veulent surtout pas que ça bouge ? Ah si, on en a plein. On voit ce qui se passe par rapport à la PAC, la politique agricole commune en ce moment. D'ailleurs, lundi, on a un débat sur la stratégie de la ferme à la fourchette, où on a un lobby extraordinaire en ce moment, je dirais. Il tape à toutes les portes pour faire en sorte que, justement, des députés, des conservateurs, etc., change d'avis. Personnellement, moi, je voterai contre la PAC dans l'état où elle est aujourd'hui. Je ne peux pas voter pour cette PAC. Pour moi, c'est impossible. C'est encore payer des agriculteurs à l'hectare et on ne favorise pas les productions locales, etc. Il y a trop de choses et il n'y a rien ou pas grand-chose pour le bien-être animal dans la PAC. Je suis contente parce qu'on a réussi à intégrer un amendement contre l'élevage, enfin contre les subventions d'élevage pour les taureaux destinés à la corrida. Et l'amendement, il est passé. Donc ça, j'avoue que ça a été chaud, mais on y est arrivé. Oui, ça, c'est un des combats que vous menez, Loïc Dombreval. Est-ce qu'on parlait d'opposition, comme le disait Christophe Marie, comme le soulignait Caroline Rose, est-ce que vous, dans votre rôle de député qui porte le bien-être animal fortement et partout en France, vous n'avez pas une opposition qui viendrait plutôt, je dirais, des élus de la ruralité qui ne sont peut-être pas encore ouverts justement à ce bien-être animal ? Si, bien sûr, des élus de la ruralité, des élus qui sont dans des départements fortement agricoles, ce qui n'est pas le cas des Alpes-Maritimes. Ouais. Par contre, dans les Alpes-Maritimes, il y a énormément de chasseurs qui sont pas spécialement, avec lesquels je ne suis pas spécialement en odeur de sainteté. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi le sujet, c'est que, vous savez, c'est des combats qui sont difficiles. C'est une question que vous avez évoquée avec Christophe. C'est des combats qui sont extrêmement difficiles, mais c'est des combats si vous les portez avec conviction, avec votre cœur, vous ne réfléchissez pas aux échecs, aux difficultés que vous pouvez traverser. Vous avez un objectif. Il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels je suis persuadé que j'ai raison. Celui-là, j'en suis persuadé. Vraiment persuadé. Et du coup, les difficultés qu'on traverse, on les traverse de façon beaucoup plus sereine. Par exemple, avec les chasseurs, je suis probablement le premier député à avoir jamais rédigé une tribune dans Nice Matin pour dire que la chasse à la glu fallait arrêter. J'ai dans les Alpes-Maritimes et dans ma circonscription de la chasse à la glu. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut porter son combat, comme le font les lobbies. Les lobbies, c'est pas grave. Ça existe, on le sait, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils défendent leurs intérêts. C'est comme n'importe qui. C'est ce qu'on en fait. C'est les arguments qui sont apportés par ce lobby, c'est les méthodes qui sont employées qui sont parfois à remettre en question. Mais à la fin, c'est le député, il est libre
de voter en son âme et conscience. Donc on parle souvent des lobbies, mais c'est pas grave. C'est à la fin, encore une fois, dans son âme et conscience, avec ses convictions, parfois contre l'avis d'une majorité qui peut être celle de sa circonscription ou de son pays, qu'on est élu et qu'on vote. Et qu'on prend des décisions qui sont parfois... Mais sur la ruralité, je voudrais quand même dire une chose, et en particulier sur la chasse. Je crois qu'on se trompe. Je crois qu'on se trompe même quand... Enfin, ils se trompent, ces députés, hommes ou femmes, quand ils pensent qu'ils servent la ruralité en étant sur des positions extrêmement pour la chasse, pour l'agriculture intensive. Conservatrice, oui. Voilà. Je pense qu'ils se trompent. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages qui le disent. Quand vous regardez de façon très attentive la façon avec laquelle les habitants des zones rurales réagissent à la chasse sur leur territoire, vous vous rendez compte de façon absolument claire qu'une majorité d'entre eux, mais pas une petite majorité, une grande majorité d'entre eux aimeraient bien pouvoir se promener plus tranquillement avec le chien et la famille le dimanche ou le mercredi. C'est ça la réalité. Et donc il faut prendre toujours tout cela avec beaucoup de recul, mais surtout porter toutes ces mesures et ces combats avec son cœur, en oubliant parfois, même le plus souvent possible, ces impératifs électoraux. Oui, c'est tout à votre honneur. Voilà, merci à tous les trois. Maintenant, on va passer la parole à la salle. Donc, ils sont là pour vous répondre et vous éclairer sur la thématique du bien-être animal en Europe, puisque c'est quand même placé sous le signe de l'Europe ce soir. Donc, je suis à votre disposition. On va vous faire passer un micro. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Christian Razo. Je m'occupe d'une association pour la promotion du droit animalier. Exactement, ça s'appelle l'ADA, Association pour le développement du droit animalier. Je m'adresserai à Madame Rose. Vous avez parlé de la fin de l'élevage pour 2027. Moi, il me semblait que j'avais entendu une date qui était 2023. Alors, est-ce que c'est sur autre chose? Est-ce que vous pourrez me porter des précisions? Et deuxièmement, vous avez parlé aussi vous avez déposé 1300 amendements. Je n'ai pas très bien compris sur quel texte, sur quelle proposition de loi. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux points, s'il vous plaît? Alors, Merci. sur la fin de l'élevage en cage, donc on a réussi à avoir une date parce qu'à la base, on n'avait pas de date. Donc, on est bien sur une fin d'élevage en cage en 2027. Pour ce qui est du rapport sur les 1300 amendements, en fait, on a la commission d'enquête sur le transport des animaux où on a un texte législatif, c'est le texte 1.2005 qui règle le droit au transport d'animaux vivants. Et ce texte est revu, puisque la commission d'enquête a été ouverte il y a 1 an. On a revu le texte avec différents autres groupes politiques, puisque chaque groupe politique nomme un rapporteur sur le texte de la résolution. On fait une révision de la résolution entièrement. Et comme on fait une révision de la résolution, on a déposé des amendements pour avoir une nouvelle résolution. Donc, d'où les 1300 amendements pour améliorer les conditions de transport des animaux. Ma position est sur le transport des animaux, c'est 8 heures maximum de transport par camion, c'est 4 heures pour les lapins et la volaille, et interdiction des animaux non sevrés, mettre fin à l'exportation hors Union européenne, et pour éviter justement le transport maritime. Bon, les animaux non sevrés aussi, parce que pour moi, je trouve qu'il est absolument anormal de transporter des animaux qui sont absolument pas sevrés. On peut absolument pas les nourrir tels qu'ils devraient l'être dans les camions. Et puis, lors de la commission d'enquête, si je m'adresse à l'industrie laitière, la vache fait naître un veau qu'on lui enlève quelque temps après. Est-ce qu'il est normal de retrouver un veau dans une ferme d'engraissement en Espagne qui partent ensuite par bateau pendant 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines pour être abattus hors de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je veux mettre fin à l'exportation d'animaux vivants et transporter plutôt des carcasses.
Alors, une personne qui suit le débat en ligne nous demande ce que c'est ICE. Vous en avez parlé, mais peut-être repréciser, parce Alors, que tout le monde ne connaît pas ces termes. Une initiative citoyenne européenne. En fait, c'est une pétition qui est lancée où il faut un minimum de 1 million de signatures pour la fin de l'élevage en cage. On a réussi à avoir 1 400 000 signataires. Ça oblige la Commission européenne à réagir après 1 million de signatures. Et justement, on a ressorti une résolution pour mettre fin à l'élevage en cage. Voilà. Merci pour ces précisions. Allez, juste préciser, c'est très contraignant, hein, c'est pas une simple pétition parce qu'il faut donner son numéro de passeport, etc. Donc ça montre qu'effectivement il y a une vraie volonté derrière d'aller au bout. Et d'ailleurs, quand on parle de l'ICE pour la fin des cages, alors peut-être que la confusion pour 2023, c'est que la Commission européenne a dit qu'effectivement à l'horizon 2023, elle se positionnerait sur la fin des cages dans le cadre de Farm to Fork, alors voilà, ferme à l'assiette. Voilà, oui, bon. de la ferme. Plusieurs traductions et je ne sais jamais laquelle est la bonne pour la France. Du coup, voilà, donc l'ICE, c'est effectivement quelque chose de très contraignant, mais la France avait eu un bon résultat en termes de signature par rapport à cette ICE-là. La Commission n'a pas toujours une obligation de réponse, puisqu'on l'avait vu, la première ICE, c'était sur Stop Vivisection, qui malheureusement n'a rien donné. Mais en même temps, enfin, nous, au départ, on était moyennement chaud sur cette ICE dans le sens où on arrivait peu de temps après une directive européenne sur l'expérimentation animale, donc il y avait peu de chances que le débat soit rouvert. Il y a aussi une question de calendrier à bien choisir pour lancer ce genre d'initiative, et là, ça s'y prêtait particulièrement pour la fin des cages. Oui, on sait qu'en France, c'est très difficile à mettre en place. Et pour info, il y en a une qui est lancée, et je lui tiens, c'est pour la fin de la coupe des ailerons de requin. Donc, on l'a mise en place il n'y a pas très longtemps et elle est en train de monter. Donc, si vous voulez la signer. Alors, dites-nous en plus. C'est pour arrêter justement la consommation. La consommation de ces ailerons. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On pêche un requin, on lui coupe l'aileron et puis on le remet à la mer. Il s'asphyxie en mer juste pour récupérer les ailerons. Donc, voilà. Oui. Qu'on trouve d'ailleurs dans certains restaurants du bord de mer en plat du jour. L'été venu, ça souvent encore, hein, du requin qu'on consomme. Une autre question? On vous amène le micro, madame. Merci. Bonjour, j'habite Cagnes-sur-Mer et j'ai un pigeonnier. J'ai des mandarines dans une grande volière et toutes les graines que je récupère qui ne me mangent pas, je me les mets dans le jardin pour les petits oiseaux. Il a été arrivé des pigeons. Alors je suis convoquée à la mairie lundi. Monsieur Dombreval, c'est pas marrant parce que quand vous connaissez la municipalité de Cagnes, vous avez tout compris. Nous allons rentrer sur le terrain glissant de la politique locale, mais monsieur Je ne fais pas de politique, monsieur, je vous le dis tout de suite. Monsieur le député, c'est pas vous qu'on je téléphone à la police. Je vais vous dire la réponse. Madame, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. J'ai contacté un avocat. Madame, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et eux, ils me parlent de sanitaire. Oui, alors je pense que ce n'est pas aussi simple, malheureusement, là, problématique. Je suis contente d'avoir une réponse, je vous le dis. Christophe. En fait, on a eu le cas sur plusieurs situations identiques où effectivement des personnes donnaient à manger aux pigeons, mais même avec des graines contraceptives à l'époque, même si le procédé a été un peu abandonné depuis. Mais la personne, je pense que c'était en région parisienne, avait été condamnée parce qu'effectivement les pigeons se rassemblaient et allaient sur des façades où ils faisaient des dommages. Donc non, c'est pas simplement parce que ça se passe chez vous, mais le fait de les rassembler et potentiellement d'emmener des nuisances ailleurs, ça peut être verbalisé. Donc il suffit de faire preuve de bonne volonté. Bon, après, il faut savoir que les animaux libres, faut éviter de créer cette dépendance aussi en leur donnant de la nourriture. La nourriture, ils en trouvent de toute façon. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est effectivement... Alors, dans la PPL, il y a un texte la directive... justement, le point sanitaire pour l'alimentation devrait être levé par rapport aux chats errants une fois stérilisés. Actuellement, c'est encore interdit de nourrir... Et en ce qui concerne les pigeons, il ne faut pas non plus créer de dépendance pour ces animaux qui peuvent trouver leur nourriture ailleurs. Moi, je ne suis pas très favorable. Mais bon, après, c'est à vous de faire preuve de bonne volonté, de dire que vous ignoriez la chose, et puis voilà. Oui, mais il y a une plainte. Il y a une plainte.
Oui, d'accord, mais il y a une plainte, donc ça veut dire qu'il y a une nuisance par rapport à quelqu'un, donc il faut faire attention à ça, puisque vous... Bon, ça, par contre, vous avez des rapports qui disent plus ou moins l'inverse, et pas... Merci, madame. Je crois que ce sujet, on pourrait en parler longtemps, hein. Et je vois qu'il y a une question. Eh oui. Ah, mais vous en sortirez bien. Quand ils sauront que ça a été débattu ce soir, vous verrez qu'ils seront indulgents, j'en suis certain. Non, mais c'est à vous de faire preuve de bonne volonté, de dire que bah, vous le faites en bonne... Mais oui, c'est interdit. Eh oui. Mais c'est C'est ce qu'on vient de vous expliquer, oui. Départemental d'hygiène. C'est l'hygiène, voilà. Ouais. Inciter le maire de Cagnes-sur-Mer à mettre des pigeonniers dans la ville de Cagnes-sur-Mer, c'est une très bonne méthode, ça fonctionne très très bien, ça permet de stabiliser et de faire décroître ensuite la population de pigeons qui, il faut le reconnaître, pose un certain nombre de problèmes. C'est un animal qui se multiplie extrêmement rapidement et qui pose beaucoup de problèmes dans les villes. Et donc le pigeonnier, c'est vraiment une bonne méthode, hein, où on stérilise les œufs, ensuite on les casse et ça permet vraiment de stabiliser. Ouais, ça va venir. Merci, madame. Oui, vous inquiétez pas. Vous verrez l'influence de ce débat ce soir, il va tout de suite vous recevoir. Il y a une question d'une personne qui nous suit en ligne sur les delphinariums, vous l'évoquiez tout à l'heure, Caroline Rose, et elle pose la question du fait que si on ferme les delphinariums en Europe, comme ça sera peut-être le cas ici notamment, on expédie les animaux dans des pays tiers comme la Chine. Alors est-ce que l'Europe, voire la France, pourrait se positionner contre ces exportations d'animaux vivants? Parce que oui, qu'est-ce qu'on fait des cétacés qui sont dans les delphinariums qui ferment? En principe, il est prévu de les sanctuariser ensuite. Moi, on avait avec le Jacques, puisque pour les delphinariums, notamment Marineland, je suis souvent en manifestation avec le groupe anti-captivité, avec One Voice aussi, L214, etc., et un certain nombre d'associations où on manifeste devant Marineland pour justement mettre fin à la captivité de ces cétacés. Et ce serait une aberration de les renvoyer en Chine pour aller dans d'autres delphinariums. Donc ça, au sein de l'Europe, il va falloir qu'on travaille là-dessus parce que il est absolument, c'est une aberration de les prendre d'un côté pour les remettre de l'autre. Je veux dire, bon, c'est une aberration. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, il y a une particularité de l'animal sauvage. L'animal sauvage, quand il est en liberté, il n'a aucun droit, il n'appartient à personne, il n'a aucun droit. Et donc on peut en disposer comme on le souhaite. Vous pouvez pratiquer un acte de la plus grande cruauté sur un animal sauvage, rien ne vous sera reproché, vous ne serez pas sanctionné pénalement. Par contre, l'animal sauvage qui est en captivité devient la propriété de celui qui le détient. Les orques de Marineland appartiennent à Marineland. Un orque, ça coûte très cher. Ça coûte environ 1 million d'euros. Ça sera il faut rajouter à ce prix le prix d'un transport, mais ça sera qui coûte environ 150-200 000 euros par orque. Mais on peut être de la meilleure volonté du monde. Ces animaux sont la propriété de Marineland. Et donc, il sera extrêmement délicat, compliqué de pouvoir de leur dire ce qu'ils auront à faire avec ces animaux qui sont leur propriété. Donc c'est un peu terrible, mais en même temps, aujourd'hui, il n'y a pas de solution légale permettant de s'assurer définitivement, enfin à moins que Christophe ait une autre solution, mais de s'assurer définitivement que ces animaux ne seront pas envoyés Dieu sait où. Alors, en fait, oui, non, effectivement, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pour ça que dans la PPL, on tient beaucoup à introduire l'interdiction de reproduction
Pour les orques, ça marche facilement puisque c'est de la reproduction qui est faite de manière non naturelle. Voilà. Pour les dauphins, c'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, déjà arrêter la reproduction, c'est éviter de nouvelles générations qui vont connaître la même condition de captivité. Et après, en fait, dans le texte, nous, on travaille aussi, enfin pas dans le texte, on a fait des recherches d'ailleurs en Italie, mais il y a d'autres projets ailleurs, à trouver des baies qui pourraient être aménagées pour que ces animaux soient relâchés. Après, ça dépend de l'âge. C'est vrai que c'est des animaux qui ne sont pas en état d'être relâchés et d'être libres pour chasser, etc. Parce que souvent, ils ont des dents très abîmées, ils sont affaiblis. Mais au moins, de les amener dans un environnement qui répond partiellement à leurs besoins, sachant qu'effectivement, les dauphins sont des animaux qui sont extrêmement développés, qui ont des groupes très, très bien constitués. Et là, on recrée artificiellement des groupes avec des individus qui viennent de droite à gauche. Donc, il n'y a plus du tout la hiérarchie qu'il y a dans des groupes naturels. Et c'est le seul cas, à ma connaissance, le seul cas d'animaux sauvages captifs qui sont dans un enclos, bon là c'est un bassin, dépourvu de tout enrichissement. C'est invraisemblable. Dans n'importe quel enclos d'animal sauvage captif, encore une fois je ne suis pas pour, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des règles dans ce domaine, il y a un enrichissement. Là où même un simple aquarium, vous avez déjà des plantes, d'autres espèces de poissons, etc. Là, ce sont des mammifères qui se retrouvent complètement isolés dans une piscine. C'est invraisemblable qu'on puisse encore tolérer ça. Donc effectivement, il reste propriété, mais il faut aussi investir sur des possibilités de mettre ces animaux en sanctuaire, effectivement, marins. Par contre, impossibilité absolue de les libérer dans la nature, en particulier les dauphins, qui sont 21 en France et qui sont tous nés en captivité. Vous relâchez un tel dauphin dans la mer, il va se faire zigouiller très rapidement par un poisson plus petit que lui. Hein. Ouais. Donc il faut aussi avoir ça bien présent à l'esprit. Ça veut dire que la création de ce sanctuaire devra avoir des caractéristiques bien particulières qui permettront à ces animaux de ne pas être au contact de prédateurs, de continuer probablement à être alimentés au moins pendant un certain temps avant qu'ils retrouvent peut-être des réflexes. On sait qu'il y a eu des expériences qui indiquent que des dauphins nés en captivité sont capables malgré tout de retrouver des réflexes de capture d'animaux et de se nourrir de nouveau eux-mêmes. Mais après un gros travail et un temps assez important. Voilà, donc ça veut dire que c'est très délicat. Très délicat. Mais il y a un point quand même qui est important, c'est effectivement répondre à leurs besoins partiels, parce qu'effectivement on reste sur de la captivité. Nous on a le cas en Bulgarie où on est intervenu, où effectivement on avait demandé l'arrêt de l'exploitation des ours dansants, c'est des ours qui étaient enchaînés avec la truffe explosée. Ça se faisait au 19e siècle en France encore. Oui, là ça se faisait encore. Les montreurs d'ours, c'est encore quelques-uns en France, mais là les ours dansants, c'est dégriffé, enfin c'est une horreur. Et quand on a eu l'autorisation des autorités, parce que là-bas ça a bougé très vite, ils nous ont dit bon ok, c'est vrai que c'est horrible, c'est une tradition, mais si vous pouvez trouver une solution pour ces ours, allez-y. On a créé avec une association autrichienne Vierpfoten un parc à Belica, donc dans le sud de la Bulgarie, on a récupéré tous les ours. Et en fait, ça reste de la captivité parce qu'effectivement, avec des ours sauvages, ils seraient tués très rapidement, mais dans un environnement qui répond à leurs besoins, et ces animaux, chaque hiver, entrent en hibernation. Ce qu'ils n'avaient jamais connu avant. Moi, la première fois que j'y suis allé en hiver, je voulais voir un gros ours que j'avais vu dans un village bulgare. Et en fait, il n'avait pas pu le voir, il était en hibernation. Et donc, ça montre que quand même, les besoins naturels, les instincts naturels reviennent très vite. Alors, est-ce que, en tant que député des Alpes-Maritimes, vous avez un dialogue avec les propriétaires de Marineland? Est-ce qu'il y a des contacts qui sont établis? Comment ils se positionnent aujourd'hui par rapport à vos actions, l'un et l'autre? Alors, par rapport à mon action, moi, j'ai eu le droit au chantage à l'emploi, parce qu'on m'a dit, un peu comme le directeur de l'abattoir à Blancafort, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ferme? Il y a 200 salariés. C'est pas ça. C'est ce que je disais au directeur de l'abattoir. Non, je veux pas que ça ferme, je veux juste que vous vous mettez en conformité. Et pour Marineland, il y a les possibilités de faire en sorte que les salariés travaillent, par exemple, au sein du futur sanctuaire, par exemple, qu'ils soient reformés. Et bon, voilà. Moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises M. Picot, c'est le nom de ce directeur, dans un dialogue qui est un dialogue tout à fait serein, calme. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui pour M. Picot et pour le groupe auquel appartient Marineland, c'est de connaître son destin. Et puis ensuite, c'est que l'État
si la proposition de loi est votée, accompagne humainement, socialement, économiquement, facilite la reconversion du site. C'est un site très compliqué, le site de Marineland. Vous savez qu'il y a eu, au moment des grandes inondations de 2015, de grandes difficultés avec des animaux qui sont morts dans les bassins, avec des coulées de boue, etc. Donc il faut qu'il y ait cet accompagnement, il faut que ça se passe sur plusieurs années. Le bien-être des animaux ne peut jamais se faire au détriment du bien-être des humains. En tout cas, c'est ma position. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la fréquentation de Marineland ne cesse de décroître, quoi qu'en disent certains. C'était 1,5 million de visiteurs il y a une vingtaine d'années, c'est environ 800 000 aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça c'est une vraie réalité. prise de conscience qui s'est établie. Bien sûr, c'est une réalité. Et c'est la même chose dans les cirques. Tout à l'heure, Christophe l'évoquait, c'est exactement la même chose dans les cirques. Donc il y a cette prise de conscience, souvent qui vient d'ailleurs de la jeunesse. Il y a deux catégories de population qui sont particulièrement sensibles à la question animale, c'est les femmes et les jeunes. Voilà. Ce qui me rend extrêmement optimiste et ce qui me fait dire que voilà, ça va forcément aller dans le bon sens. Les jeunes en particulier aujourd'hui disent à leurs parents, moi j'ai pas envie d'aller au cirque voir des ours faire du vélo. Et au fond, c'est bien ça la question. Qu'est-ce qu'on veut expliquer à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Est-ce que le message qu'on veut leur passer aujourd'hui, alors que la biodiversité se casse la figure, alors que des espèces animales disparaissent de la planète jour après jour, est-ce qu'on veut leur expliquer qu'on est les plus forts, nous les êtres humains? Je crois que... et qu'on est capable de faire n'importe quoi à un animal, de le dresser, de lui faire du vélo, de lui faire des actes qui sont complètement contre sa nature. Est-ce que c'est ça qui est important aujourd'hui de montrer, surtout quand on voit en réalité la façon avec laquelle, avec ce sentiment de supériorité, cette arrogance qu'on a par rapport à la nature, la façon avec laquelle elle se retourne contre nous. Covid-19, vous avez tous des masques, nous on n'en a pas, mais, voilà, mais on va le remettre. C'est la meilleure preuve de cette arrogance, de cette ignorance totale et de cette cupidité qu'a l'homme, ce sont des propos de Gilles Boeuf, qu'a l'homme vis-à-vis de la nature. Un cirque et un delphinarium, le dressage de l'animal n'est pas un spectacle à vocation pédagogique qui permet à l'enfant ou au jeune adulte de faire comprendre l'importance qu'il y a à respecter la nature et le vivant. Tout à fait. Alors, je vais redonner la parole à l'assistance. Est-ce qu'il y a une question parmi vous? Oui, bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du retard de la France sur certains voisins européens. Et je pense notamment à la classification des espèces nuisibles qui est très importante en France, notamment sur le massacre de 600 000 renards, je crois, annuellement. Est-ce que vous avez une action en ce sens sur essayer de déclassifier un certain nombre d'espèces qui sont essentielles aux écosystèmes? Et par ailleurs, je reviens sur la chasse, ou les chasses dites traditionnelles, dont la chasse à la glu, qui je crois avait été interdite par l'Europe, enfin qui avait lancé une injonction à l'État français d'arrêter ce type de pratique. Et j'apprends que l'État français l'a accepté dans certains cas. Enfin voilà. Alors pour ce qui est de la France, j'avoue que le gouvernement, comme vous l'avez dit, a désobéi au droit européen en autorisant aujourd'hui justement les chasses traditionnelles, que d'ailleurs le Conseil d'État avait pourtant déclaré illégales au regard du droit européen. Donc on en est là aujourd'hui en ce qui concerne les chasses traditionnelles. Pour les nuisibles, est-ce que tu veux intervenir ? Juste une petite précision, peut-être de détail, mais la chasse à la glu est n'est toujours pas autorisée en France. Hein. C'est-à-dire qu'elle a été définitivement interdite en France. La chasse à la glu est une chasse traditionnelle. C'est cette chasse où on met de la colle sur un bâton. Et voilà. Celle-là n'est pas concernée par, vous avez raison de le noter, les arrêtés ministériels qui ont été pris aujourd'hui et qui concernent d'autres types de chasses traditionnelles, dites à la tendrie, à la matole, voilà, et qui vont effectivement tuer des alouettes, des vanneaux, toute une série d'oiseaux, voilà, des merles, des pluviers, etc. Donc c'est absolument regrettable. Et je le dis avec une grande liberté, c'est un arrêté ministériel qui a été pris par un ministre du gouvernement de la majorité à laquelle j'appartiens. Donc voilà, je vous le dis très calmement. D'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter il y a quelques temps. C'est absolument regrettable. À la sortie de l'UICN, du Grand Congrès mondial de la nature à Marseille, avec des déclarations importantes, essentielles, et bien d'avoir quelques semaines après une telle décision qui est prise. Pire que ça. Pire que ça.
Il y a eu, comment dirais-je, des contributions qui ont été demandées sur Internet. Il y a eu 70 000 contributions. Vous savez, c'est ce qu'on appelle ces consultations citoyennes. 70 000 contributions qui ont pris fin le 6 octobre. D'accord ? Nous sommes le 15. En 9 jours, en 8 jours, on aurait été capable de regarder 70 000 contributions. Vous voyez, à la fin, le problème de ça, c'est quoi? C'est que les gens, ils ne vont plus voter. Vous voyez? Donc, sur cet exemple-là, absolument typique, enfin, très spécifique, pardon, on a typiquement une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus aller voter. Ils contribuent par leur avis, on leur demande leur avis, et à la fin, on n'écoute pas leur avis. Voilà, et donc forcément, eh bien, il y a des tensions et la démocratie représentative en prend un coup dans l'aile, c'est le cas de le dire. Bon coup, oui. Christophe Marie, la Fondation Brigitte Bardot avait été très engagée, si je me souviens, à une époque contre la chasse à la palombe, par exemple. Oui. Et est-ce qu'elle continue ses actions justement sur les chasses dont parlait Monsieur Dombreval? En ce qui concerne ces arrêtés, effectivement, on a suivi cette action. Après, en ce qui concerne les procédures auprès du Conseil d'État, on n'est pas forcément compétent en termes de reconnaissance de notre activité par rapport à cette démarche. Donc, effectivement, on ne fait pas partie des associations qui pouvons agir auprès du Conseil d'État. En revanche, pour en revenir sur les nuisibles, la problématique, comme le disait Loïc Dombreval, c'est que déjà, effectivement, l'animal sauvage non captif n'a aucun droit. En France, vous avez des animaux d'élevage, du gibier d'élevage, tant qu'il est dans son élevage, c'est un être vivant doué de sensibilité, et dès qu'il sort de son élevage, c'est plus rien. Il n'y a pas de reconnaissance de l'être vivant ou de l'être sensible sur l'animal relâché qui va être tué. Et en ce qui concerne les nuisibles, c'est très particulier. Déjà, bon, le terme nuisible n'est plus tout à fait utilisé en France. C'est voilà, bon, je ne sais même plus parce que c'est un terme très techno, ça s'appelle ésode. Espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc on dit plus nuisible, on dit ésode. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux niveaux quand même. Il y a effectivement l'incompréhension. Enfin, c'est indéfendable de tuer les renards comme on le fait, puisque ce sont des espèces locales qui ont un vrai rôle de prédation. À côté de ça, effectivement, il y a un problème qui se pose avec des espèces invasives qui ont été introduites quasiment toutes pour la fourrure, d'ailleurs, hein. C'est quasiment toutes les espèces dites invasives proviennent d'élevage de fourrure et dont elles ont pu s'échapper à un moment. Donc bon, pour ces espèces-là, effectivement, c'est un peu plus complexe. Mais l'Union n'intervient pas vraiment parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, l'Union européenne, ça porte beaucoup sur les échanges commerciaux. C'est quand même ça initialement. Là, ça s'est élargi sur d'autres domaines d'action. Mais à part, oui, effectivement, il y a la directive oiseaux ou la directive habitat qui peut aussi amener des protections. Mais le vrai levier, justement, comme on le disait, le levier européen porte plus sur des échanges commerciaux et moins de capacité d'agir sur des espèces sauvages libres finalement, à part effectivement directive oiseaux pour des espèces menacées. Merci pour ces précisions. Une autre question? Oui, madame. On va vous amener le micro. Oui, bonsoir. Chantal Fontanesi, présidente bénévole de l'association Justice pour les animaux. Ce soir, effectivement, nous parlons du bien-être animal en Europe. Et nous, l'animal, en ce qui me concerne, je reste persuadée que la maltraitance qui se passe dans nos villes, dans nos quartiers, est acceptée et comment dire, pas tellement protégée par rapport à cette violence sociétale que vivent et que subissent les animaux. Tant qu'effectivement les animaux seront considérés comme de la simple viande de poisson à manger, c'est clair que nous, lorsque sur le terrain on se bat pour un animal qui est enfermé dans une cave, nous tombons souvent sur des policiers non formés à la cause animale, à des magistrats pareillement, et souvent les plaintes sont classées sans suite. Moi, je voulais simplement vous demander, enfin, avec mon cœur, quels moyens pourriez-vous donner à des associations sur le terrain pour pouvoir intervenir pour la maltraitance animale? Nous nous battons depuis des années pour espérer que le statut d'enquêteur soit professionnalisé. C'est-à-dire qu'il est absolument inimaginable, comme tout à l'heure une personne m'en parlait, on signale 2 chiens. Alors c'est clair
que lorsque vous parlez de milliards d'animaux qui sont en train de mourir et que vous vous battez comme des fous pour les défendre, nous, celui qui arrive en fin de chaîne, mais il souffre pareillement que celui dont vous parliez tout à l'heure. Quand on prend en charge un chat ou un chien ou un oiseau ou un lapin qui est massacré, qui est torturé, il a la même souffrance que celui, par exemple, qui est dans un camion. Mais le souci, c'est que nous, sur place, les associations, n'avons absolument aucun moyen pour intervenir. Il est absolument inimaginable que les associations, nous nous débrouillons à nous former nous-mêmes d'une manière juridique et que c'est l'avis d'un procureur qui fait en sorte que telle plainte va être classée sans suite et telle plainte pas. Et je voulais simplement savoir si, à votre niveau, professionnaliser ce métier d'enquêteur qui est essentiel pour l'animal de la ville, de l'arrière-pays, niçois ou ailleurs. Il n'y a personne, en fait. Les associations, souvent, moi, la Fondation Brigitte Bardot, vous êtes un phare. Mais nous, sur le terrain, nous sommes... vous parliez tout à l'heure de découragement. Mais oui, il y a de quoi décourager. Quand vous ne pouvez pas sauver quelqu'un, un animal, parce que vous avez un policier qui n'a pas le temps d'intervenir et qu'on n'a pas les moyens de dire comment on fait. On ne peut pas rentrer chez un particulier, d'avoir les moyens des associations, d'avoir des cartes accréditées, validées par les autorités et qu'on puisse travailler ensemble. Alors, je ne sais pas à votre niveau ce que vous pouvez faire. Alors, votre question rejoint celle de personnes qui nous suivent en live sur les financements justement européens pour les associations. Il y a pas mal de questions là-dessus. Comment aider les associations? Je vous en remercie. Et puis comment peut-être, je dirais aussi, suivre l'exemple de la commune de Villeneuve-Loubet finalement, qui a mis les moyens pour agir dans ce domaine, hein, comme le soulignait Monsieur le maire tout à l'heure. Si je peux me permettre, nous avons été reçus par la municipalité de Nice parce que nous nous battons depuis des années aussi pour une brigade municipale qui pourrait travailler en collaboration avec la nationale et la DDPP. Et le monsieur qui nous a reçus est adorable, hein, il est directeur de l'action animale. Et en fait, il n'y aura pas de brigade municipale à Nice qui aurait pu nous aider à intervenir. Je parle de Nice, je parle de la France entière, attention. Hein. Merci madame. Alors au niveau des fonds européens, je vous avouerai qu'on a des fonds ruraux, mais je ne suis pas convaincue que les fonds ruraux puissent aider les associations. On a des fonds, mais il faut un projet pour qu'on puisse débloquer un fonds. Et j'avoue que quand on demande des financements européens, vous avez un dossier qui est épais comme ça, où il faut justement que les associations fassent les avances sur pas mal de choses, mais c'est des appels à projets. Après, au niveau des régions, il y a des fonds qui sont débloqués parce qu'il y a des associations qui sont financées et qui ont des financements publics. Hein. Mais au niveau européen, je sais que c'est compliqué pour les fonds associatifs. Hein. Non, mais... C'est pas ça qui nous C'est le cadre législatif qui pourrait... C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un cadre, comme il y a un de vos collègues, M. Pauget, qui a déposé justement, pour faire en sorte d'avoir les moyens, mais humains, c'est pas tant l'argent, c'est les moyens humains d'avoir des personnes formées et qui interviennent. La fondation doit être... Ouais. Alors bon, pour les fonds, juste une petite parenthèse, il y a quand même le plan France Relance qui a débloqué 20 millions d'euros et qui rajoute là des fonds pour des associations, mais c'est vrai que c'est plus sur des aménagements ou autres. Pour revenir sur votre question, on a quand même nous le sentiment que effectivement les forces de l'ordre, notamment les gendarmeries ou autres, sont de plus en plus demandeuses de formation sur la problématique des animaux, parce que vous le savez sur le terrain, nous de la même manière, hein, nous on est sur le terrain tous les jours, de pouvoir identifier ce qui relève d'une maltraitance parce que le fait d'avoir un chien qui est enfermé sur un balcon, voilà, s'il a un peu d'espace, on va dire qu'il n'y a pas une urgence absolue d'intervenir. Enfin, c'est toujours très très délicat. Ça va de l'interprétation suivant la personne à qui vous avez affaire. Mais vous avez tout à fait raison. Nous-mêmes, on manque de formation au niveau de nos enquêteurs bénévoles parce que c'est très difficile de les former sur la réglementation, aussi leur faire savoir ce qu'ils ont le droit, pas le droit de faire. Et donc c'est quelque chose qu'on porte depuis très longtemps. Puis les rencontres animales
animal et société notamment, une reconnaissance effectivement, comme ça l'est en Angleterre, hein, enfin en Grande-Bretagne, sur un rôle réel, enfin reconnu des enquêteurs, des inspecteurs pour pouvoir intervenir. Pour autant, ça nécessite un encadrement, une formation qui n'existe pas encore et qui serait bénéfique pour tout le monde, hein, on en est conscience. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous, on nous signale tous les jours énormément de maltraitance et quand on envoie quelqu'un sur place, eh bien, c'est très difficile. Les forces de l'ordre sont prêtes à bouger un petit peu, mais au niveau des parquets, vous avez raison, c'est difficile à faire suivre, même si la chancellerie avait envoyé un rappel il n'y a pas très longtemps, une circulaire, voilà, pour essayer de sensibiliser les parquets et ne pas classer les affaires de maltraitance. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut imaginer, Loïc Dombreval, inscrire dans la loi, par exemple, des lanceurs d'alerte animaliers? Je prends ce terme hein, pour faire un peu un parallèle. Est-ce qu'il pourrait y avoir un cadre législatif qui se mette en place là-dessus ou ça vous paraît un peu utopique? Non, ça ne me paraît pas du tout utopique. Je connais très bien Éric Pauget et j'avais, je crois d'ailleurs, signé sa proposition de loi sur la création de cette idée d'enquêteur. C'est pas anodin, Christophe Marie vient de l'expliquer. On peut pas comme ça, sur quelqu'un qui n'est pas officier de police judiciaire, laisser quelqu'un rentrer dans des domiciles. Enfin, vous voyez, ça réclame quand même une formation, un cadre d'intervention extrêmement précis. Bref, c'est un gros travail. Cette proposition de loi réclamerait, si on voulait espérer qu'elle devienne une réalité, qu'elle fasse loi, réclame un énorme travail. Un énorme travail. Donc ça sera pour le prochain mandat. Ça sera Eric qui s'en occupera, ou ça sera moi, ou ça sera tous les deux. Mais en tout cas, l'idée est extrêmement intéressante. Je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que ça a été aussi évoqué, les magistrats, j'ai rencontré encore le procureur de la République de Nice, procureur de la République de Grasse, le président du tribunal de Nice, ils sont de plus en plus sensibles à la question. Ils savent parfaitement qu'on ne peut plus juger aujourd'hui une affaire comme on l'a jugée il y a encore quelques années. Premier point. Deuxième point, on m'a demandé d'intervenir au sein de l'École nationale de la magistrature sur les élèves de première année pour les sensibiliser à la question. C'est très nouveau. Voilà, donc tout ça va, je sais bien, pas assez vite, mais va en tout cas dans le bon sens. Voilà, donc proposition de loi, là pour cette législature, sur la question de l'enquêteur, c'est trop tard. Prochaine législature, ça me paraît être un chantier qui va prendre de nombreux mois, hein, mais un chantier intéressant à mettre en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, là-haut, madame. En fait, nous sommes éblouis, donc on a du mal à vous identifier. Toutes nos excuses. Oui, bonjour, Nathalie Soisson. Je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle l'Association pour la protection des animaux par le droit. Et je suis également enquêtrice bénévole pour la Fondation Brigitte Bardot. Et j'ai eu quelques expériences à Nice et dans la région assez épouvantables. Où, par exemple, à Villefranche, j'ai été déposer plainte pour un cheval et les policiers effectivement ne connaissaient absolument pas de quoi je parlais. Et quand je leur ai montré le texte de loi sur le code, en fait, le code, il était de siècle dernier, leur code. Donc c'est un petit peu triste. Par ailleurs, à Nice, j'ai rencontré une personne, un policier très, très serviable et très favorable à notre cause, qui devait intervenir sur ses temps de repos, parce que sinon, il se faisait taper sur les doigts par sa hiérarchie. Vous savez peut-être de qui je parle, parce que je crois qu'il est assez connu. Et au moment d'aller porter plainte, on m'a déconseillé, et heureusement, je suis Fondation Brigitte Bardot, donc j'arrive pas comme ça, j'arrive avec une carte, comme m'a dit madame, d'une association d'une fondation qui est reconnue. Et on m'a déconseillé en me disant, maintenant, de toute façon, c'est trop tard, il vaut mieux attendre d'autres conditions. Et la dame à qui j'ai parlé était extrêmement volontaire pour m'aider aussi, et en me donnant des trucs pour, en fait, essayer de faire aboutir ma plainte en dépit des règlements et des procédures locales. Donc c'est vrai que quand on en arrive là, c'est vraiment triste. Sur la question des formations, notre association, d'ailleurs en lien avec la Fondation Brigitte Bardot, essaye de monter justement ce genre de formation pour les gendarmes, policiers, pompiers, etc. Et donc, si on a le soutien d'autres associations locales, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Est-ce que Caroline Rose, merci madame, est-ce que Caroline Rose, au niveau européen, quand vous voyagez justement et que vous traitez de la condition animale dans d'autres pays de l'Union européenne, est-ce qu'on a des méthodes différentes ailleurs? Est-ce qu'il y a des pays qui ont mis en place des choses un peu plus pugnaces, j'allais dire? Je dirais que là, sur le transport des animaux, puisque moi je fais partie de la commission d'enquête sur le transport des animaux, c'est ce qu'on demande justement, ça fait partie des amendements qu'on a déposés, c'est la formation des services de police pour que justement ils n'arrivent pas au camion et qu'ils connaissent même pas la réglementation. Sur Blancafort, les gendarmes que j'ai vus, j'ai sorti le texte pour leur expliquer qu'est-ce qu'il fallait contrôler et ils ne le savent pas. Donc, ils m'ont renvoyé à une autre brigade, mais il fallait un référé par la préfète, etc. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Ouais. C'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Finalement, on a le sentiment, comme vous le disiez tout à l'heure, que la société civile est en avance sur la législation et les corps de l'État qui n'ont pas encore intégré tout ça, non? C'est un peu ce qu'on peut se dire. Une question encore, s'il vous plaît? Oui, je vois une main qui se lève. Bonsoir, je vous remercie. Marie-Cécile Lasserre de la faculté de droit de Nice. Alors je me permets de rebondir sur le manque de formation. La faculté de droit tend à appréhender ce problème, justement, puisque nous sommes plusieurs à être pour le bien-être animal et donc avec, je dois l'avouer, l'appui de l'université, un diplôme universitaire va être monté sur la question pour, nous l'espérons en tout cas, répondre à ce besoin de formation. Donc à l'occasion, je changerai fort volontiers avec toute personne intéressée. Voilà, je vous remercie. Eh bien voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci madame. On va arriver au terme de notre débat. Je vais demander à chacun de nos intervenants peut-être de... Oui ? Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, toujours Christian Razeau. Dernière question. Alors, effectivement, on se rend compte la difficulté qu'il y a à modifier les lois. Donc, les propositions de loi, ça doit passer à l'Assemblée nationale, ensuite ça passe au Sénat, ça passe en commission paritaire mixte. Donc on voit, dès qu'on veut faire quelque chose, il faut modifier ces lois, et Dieu sait s'il y en a. Que pensez-vous d'une faculté comme la faculté de droit de Toulon, qui propose de modifier le code, la façon globale de défendre les animaux? Vous savez qu'actuellement, il y a deux façons pour défendre. Il y a les êtres humains qu'on défend, donc avec la personnalité humaine, et il y a les sociétés qu'on peut défendre, ce sont les personnalités morales, la personnalité morale. Et de glisser entre la personnalité humaine et de glisser la personnalité morale, la personnalité non humaine. Donc changer la façon de concevoir complètement l'animal dans le droit actuel. Monsieur le député. Oui, c'est un grand débat qui a été porté et qui est toujours porté de façon extrêmement énergique par un grand professeur de droit qui s'appelle Jean-Pierre Marguenot, qui est celui qui a créé le premier à Limoges, le premier DU. Et je suis très heureux, je savais que Nice allait également se lancer dans cette démarche. Le premier DU de droit animalier. Effectivement, il y a eu une réussite, on peut le dire, en tout cas partielle, en 2015, avec un amendement qui a dit que dans le Code civil, l'animal était un être vivant doué de sensibilité et que sous réserve des lois qui le protègent, l'animal est soumis au régime des biens. Ça veut dire que, comme le dit Marguenot, l'animal est aujourd'hui en forme de lévitation juridique, je reprends son expression, où on ne sait pas exactement si c'est un être vivant doué de sensibilité ou si c'est un bien. Ce qui d'ailleurs cause des difficultés, complique la tâche des juges, qui prennent un code ou un autre, ne savent pas très bien s'il faut qu'ils jugent le fait qu'on ait maltraité l'animal comme si on avait maltraité un objet ou une voiture. Et donc, effectivement, cette idée de Jean-Pierre Marguenot, qui a vu d'ailleurs des avancées dans d'autres pays dans le monde, notamment en Amérique du Sud, eh bien, me semble être une piste extrêmement intéressante de création de quelque chose, en l'occurrence pas quelque chose, mais d'un être vivant qui n'est pas un homme,
mais qui n'est pas un bien non plus. En fait, c'est un animal. Alors on l'appelle personnalité non humaine, on pourrait l'appeler animal, on pourrait l'appeler de différentes façons, mais effectivement, cette idée me semble une idée très intéressante à poursuivre. Elle est extrêmement compliquée à la fois juridiquement et politiquement à mener à bout. Là, c'est pas un mandat qu'il faut. Là, c'est plusieurs mandats et plusieurs DU, celui de Nice, celui de Toulon, celui de Limoges, celui de Strasbourg, parce qu'ils se multiplient, tous ces DU. C'était une très très bonne nouvelle. Tous ces gens qui se forment au droit de l'animal, eh bien, il faudra le travail conjoint, énergique et de long terme pour réussir à rajouter dans notre droit, dans notre code, cette personnalité animale. Mais ce sont déjà des victoires qui apparaissent. En conclusion, Christophe Marie, on parlait de victoire au tout début avec un peu d'inquiétude. Est-ce que les débats de ce soir et les actions que vous menez vous incitent à l'optimisme pour la condition animale ? Oui, parce qu'on voit quand même les choses aller dans une direction qui est plutôt positive et justement aussi voir que des politiques maintenant ne méprisent plus le sujet mais considèrent que c'est un vrai sujet, ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ans ou même moins. Donc, et c'est vrai que le mouvement de la République En Marche, on s'en prendre parti pour le mouvement lui-même, mais ce qui est intéressant, le fait d'avoir des élus venant de la société civile, puisque finalement c'était pas un groupe qui existait véritablement, je pense que ça a contribué quand même aussi à ce changement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'étaient pas forcément des politiciens depuis des années, mais beaucoup de gens issus de la société civile. D'ailleurs, on avait une déléguée, une enquêtrice qui a été élue à cette époque. Donc cette ouverture-là était intéressante et elle s'accompagne sur d'autres prises en compte politiques et ça c'est bien. Après, en ce qui concerne le public, il est depuis toujours très sensibilisé sur la cause animale et maintenant il faut qu'il y ait une réponse politique. Je vais juste peut-être faire une petite précision sur l'histoire du bien parce que c'est effectivement, comme le disait Loïc Dombreval, une question qui est extrêmement difficile à laquelle répondre parce que, par exemple, la Fondation Brigitte Bardot saisit énormément d'animaux, notamment au moment de l'Aïd el-Kibir avec des centaines de moutons, mais pas uniquement, on a des milliers d'animaux de ferme. Mais on les saisit parce qu'ils sont considérés comme des biens et donc ils peuvent être saisis. Donc c'est très complexe, c'est pas aussi simple de dire on va changer le statut. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper, réfléchir pour être sûr de pouvoir quand même continuer à agir. Mais pour répondre, donc oui, je suis plutôt très optimiste. Alors Loïc Dombreval, au terme bientôt de votre mandat de député, puisqu'on arrive bientôt au bout de la législature, vous aussi, le chemin que vous avez parcouru depuis 4 ans et demi vous incite à être optimiste. Vous avez été entendu, vous pensiez être aussi bien entendu au tout début de votre mandat quand vous êtes lancé dans ces combats-là en tant que député ? Non, mais non. Non, je suis au fond conscient de tout ce qui reste à faire, mais assez satisfait, assez heureux de voir ce qu'on aura réussi à faire, parce que je suis convaincu qu'on va y arriver sur cette proposition de loi. Il reste énormément, mais voilà, moi j'ai vu évoluer les mentalités quand même de façon assez majeure pendant ces quelques années. Je crois que à l'Assemblée nationale, vous savez, vous avez tous les sujets de la France. Tous les sujets de la France. Et si vous voulez, si c'est votre tempérament et c'est le mien, être capable d'agir concrètement sur quelque chose, vous devez être extrêmement pugnace, ne rien lâcher, être toujours présent, emmerder le monde et se moquer d'emmerder le monde, se moquer qu'on vous dise que vous les emmerdez et continuer à ne rien lâcher. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, quel que soit le sujet, à l'Assemblée nationale, que l'on peut faire avancer quelque chose et à la fin se dire, voilà, j'ai participé un petit peu avec mes collègues parce qu'on n'est jamais seul. Un vote, c'est plusieurs personnes, sinon on perd. C'est une majorité, sinon on perd. Et c'est comme ça qu'on peut... Voilà. Et je crois qu'on va y arriver. Il reste énormément de choses à faire. Il y a eu des avancées. Il y a eu quelques reculs. On en a parlé tout à l'heure sur ces arrêtés, par exemple, sur les chasses traditionnelles, qui sont très décevants. Mais à la fin... Et je ne veux pas faire de la politique, machin, je ne suis pas en campagne, mais franchement, à la fin, je l'entends de la part des associations de protection animale qui ont une grande valeur, qui sont indispensables et qui ont des avis et de l'expérience sur ces questions-là, je crois qu'on pourra dire que le bilan sera globalement
plutôt positif. Plutôt positif. Même si, encore une fois, sur de nombreux aspects, on n'aura pas avancé assez, voire on aura reculé. Merci pour ces paroles. Caroline Rose, vous allez conclure. Alors, on peut se féliciter ce soir parce que c'est quand même le mouvement européen qui est à l'origine de ce débat ce soir. C'est l'Europe qui est souvent critiquée, etc. Enfin, vous le savez mieux que moi. C'est la faute et à l'Europe. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on voit en quelque sorte la valeur ajoutée de l'Europe et de tout ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour le bien-être animal, y compris dans notre pays et dans notre région. Oui, c'est vrai. Moi, je suis très contente de faire ce débat aujourd'hui parce que souvent, j'ai des gens qui me disent oui, enfin, de toute façon, l'Europe, ça sert à rien. Et j'ai rencontré des jeunes sur des écoles ambassadrices européennes qui, eux, ont sensibilisé leurs parents et ont expliqué à leurs parents à quoi ça servait l'Europe. Ils ont fait des ateliers européens, je trouve que c'est très bien. Et il n'y a pas très longtemps, en allant chercher les champignons, il y avait un petit panneau avec le drapeau européen et ce qu'a financé l'Europe. Et je pense que c'est important de savoir que tous ces fonds, enfin, qu'il y a une grande partie des fonds qui viennent de l'Europe et qui servent à un chemin. Et les gens, ça, ils ne le savent pas. Et je pense que le combat du bien-être animal en Europe, il avance. Les gens, ils sont sensibles justement au bien-être animal. Les jeunes qu'on a retrouvés dans la rue pour le climat sont sensibles au bien-être animal. Ils veulent aujourd'hui travailler avec un environnement sain et être utiles justement à ce que notre planète, elle évolue, mais qu'elle évolue bien dans le bon sens et préserver justement nature, biodiversité, animale. Et c'est pour ça que moi, je me battrai jusqu'au bout, comme tu l'as dit, et je lâche rien non plus parce que je pense qu'au Parlement européen, je passe souvent pour une emmerdeuse, mais c'est pas grave et je continue à me battre. C'est une qualité en l'occurrence. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir. Puis de Bruxelles à Strasbourg, on est à Villeneuve-Loubet, juste à côté du parvis de l'Europe, hein, comme le disait le maire tout à l'heure. Donc le lien a été fait. Merci à tous, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Et puis à bientôt pour d'autres défis européens et d'autres défis de la cause animale. Merci beaucoup. Bonne soirée.